Salut à toi, bienvenue sur LD Podcast, le podcast où je décrypte les secrets du corps humain, les sciences du sport et l'importance du mindset pour atteindre tes objectifs de santé et de performance. Ici, nous explorons comment le mouvement transforme nos vies, comment les dernières recherches scientifiques révolutionnent notre compréhension de l'entraînement et comment un mindset aiguisé peut te propulser vers de nouveaux sommets. Que tu sois un professionnel du sport et de la santé, un athlète ou un passionné de fitness, je t'invite à me rejoindre chaque semaine pour un voyage inspirant et informatif. Prépare-toi à apprendre et à transformer ta vision de la santé et du bien-être. C'est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et que tout se passe bien de ton côté. Aujourd'hui, je me trouve à Genève. Pourquoi ? Je suis dans les locaux actuellement de K-Swiss, Kevin Ferreira, qui est un coach sportif, préparateur physique. Je vous laisserai regarder son compte Instagram, de toute façon on mettra les mentions plus tard, à la fin du podcast si vous êtes sur YouTube, et puis on dira à l'oral pour Apple Podcast et Spotify. Aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de créer une discussion avec Kevin. Donc voilà, installe-toi confortablement, prends un petit jus d'orange, un petit coca, une petite bouteille d'eau, ce que tu veux. Et puis on est parti pour, on va discuter quoi, 1h30, 2h ? 1h30, ça serait bien pour ça serait bien, ouais. On y va ? Ouais. On y va ? Parce qu'après t'as des clients, c'est ça ? J'ai des rendez-vous. Ok, alors il me met la pression d'entrée de jeu. Non mais on y va, t'inquiète. Parfait, ça roule. Tout d'abord, où est-ce qu'on est, Kevin ? Raconte-nous un petit peu là. Écoute, on est dans mes nouveaux locaux. C'est mon petit studio, c'est le laboratoire. Ouais. Donc c'est là qu'on bosse, c'est là où j'accueille mes clients, le peu de clients avec qui j'ai repris en présentiel. Ouais. Et c'est là que je tourne tous les contenus qu'on va retrouver sur les différentes plateformes. Et c'est là que je bosse avec mon équipe. Donc c'est là où la magie s'opère. Ok. Cette question elle n'est pas anodine parce qu'on le voit de plus en plus souvent, enfin de plus en plus régulièrement sur ton compte, que tes vidéos, on voit que tu es dans un studio, qu'il y a tout le temps les mêmes couleurs, qu'il y a ta marque, ton branding, etc. Et il y a quelques jours, tu as reposté sur ton Instagram une publication de 2016 qui mentionnait travailler dur, ou un post dans cet esprit-là, travailler dur et rester constant. Du coup, tu nous expliques un petit peu le lien entre pas le moment où tu as commencé, mais cette date de 2016 où tu as voulu prôner un message pour encourager les gens à poster régulièrement et puis à pratiquer, et aujourd'hui. Non, je pense que le but de ce réel-là était de montrer que la régularité, c'est ce qu'il y a de plus important, de montrer que je l'ai fait moi à travers mon évolution. Effectivement, j'ai commencé moi dans une salle de sport en étant simplement un passionné. Et petit à petit, j'ai voulu coacher des gens. J'ai coaché la population générale, j'ai commencé ensuite à coacher des athlètes du plus haut niveau, un nom en a amené un autre. Et j'ai commencé à développer mon branding. Aujourd'hui, j'ai mes propres locaux à moi. Et aujourd'hui, K-Swiss, c'est plus simplement K-Swiss, c'est une société qui a 5 employés. Donc tu vois, les choses ont vraiment évolué et c'était pour montrer qu'il ne fallait pas lâcher l'affaire. Je suis passé par toutes les galères que les gens traversent au quotidien. Souvent on se dit, cette personne-là, elle a X nombre de followers, elle arrive à accomplir X nombre de choses, elle côtoie X nombre de personnes. Et on se dit que forcément tout a été facile, tout a été donné. Et moi, rien ne m'a été donné. Au contraire, je pense que j'ai travaillé très dur pour acquérir ce que j'ai acquis et ce que j'ai acquis. Pardonne-moi. Et du coup, voilà, c'est simplement ce que j'ai voulu illustrer. Et c'est le message que je prêche en espérant que ça pourra en inspirer quelques-uns. Parce qu'il y en a qui vont être démotivés, mais il y en a éventuellement qui vont être inspirés par ce que j'ai montré là. Parce que je trouve que c'est un message qui n'est pas... c'est un message d'humilité déjà, et c'est un message qui n'est pas assez mis en avant. On essaie toujours de montrer les parties qui brillent, etc., les moments faciles, les réussites, et on exagère parfois ces parties-là. Et moi j'ai envie de montrer tous les aspects de ma personnalité, de mon parcours, les moments difficiles, les moments de réussite. Et je pense que c'est ça qui fait mon être humain dans son intégralité, et moi je reste authentique en tout temps. Donc c'est important pour moi de montrer tous ces aspects-là. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais aller sur ce sujet-là, de se dire ok, c'est vrai que sur les réseaux, quand tu trouves Insta, quand tu regardes un petit peu ce que font les gens tout de suite, je suis à Majorque, j'ai gagné tant, regardez mon physique, si, ça. En fait, on n'a pas les coulisses parfois du parcours qui nous est attribué par les galères sur lesquelles on a prêché, galéré, etc. pendant peut-être des mois, des semaines, des années. Et j'aimerais que tu nous en fasses part si t'es ok. Des galères, que ce soit sur le plan émotionnel, professionnel, physique, histoire que on n'ait pas cette vision de
Ok, c'est bien, il me motive, mais ouais, c'est trop haut pour moi et ça correspond pas à ce que moi je vis au quotidien aussi. Quoi. Alors, je sais pas par quelle galère t'as envie que je commence parce que Bah, c'est toi qui vois. J'en ai vécu tellement, mais après, juste pour revenir sur le message global de ce que tu as mentionné, Ouais. moi c'est vrai que j'ai toujours cherché à montrer une image de moi ou à montrer le côté profond de ma science à moi, de notre industrie. Ce que j'ai vraiment aimé dans l'industrie du fitness, qui englobe plusieurs choses, qui englobe le côté bien-être, le côté bien-être physique, mais le côté bien-être mental également, tout ce qui va au-delà de l'aspect esthétique des choses. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant. Et je pense que il y a une certaine valeur quand quelqu'un comme moi le dit, parce que j'aurais tous les outils pour surfer sur les trucs superficiels, mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi de mettre en avant le côté intellect, le côté intellectuel. J'ai choisi de mettre en avant la passion, l'engouement que j'avais vraiment pour cette industrie-là, au-delà de ce qu'il y avait de superficiel, de montrer simplement mes abdos, etc. Et je dis pas que c'est faux de le faire, mais c'est l'avenue que moi j'ai choisi d'emprunter. Et je pense que c'est celle qui a le plus de valeur, en espérant que je puisse éduquer un maximum de gens avec ça. Maintenant, j'ai vécu énormément de galères. Tu vois, moi j'ai commencé, quand j'ai décidé de me lancer dans le coaching, au début, je devais créer ma clientèle. Je vivais à New York et j'avais plusieurs tafs. Je faisais serveur / bartender, barman en français on dit. Barman. Je faisais toutes sortes de gigs aux États-Unis, on appelle ça la gig economy. Donc c'est des petits tafs, c'est pas ce qu'on retrouvera dans la francophonie. Donc vraiment tu fais un taf là, tout le monde a 2-3 tafs à New York. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Et moi c'est ce que j'avais. Donc j'avais 2-3 tafs en incluant justement le développement de ma carrière de coach. J'étais également dans le mannequinat, donc je faisais des castings, je faisais des shootings photos, je faisais des défilés pour avoir un peu d'argent. Et puis en gros, c'est comme ça que je payais toutes les charges que j'avais à payer. Et petit à petit, j'ai commencé à créer ma clientèle. J'allais à des événements de networking. C'était très compliqué parce que quand tu commences, surtout quand tu n'es pas dans ta ville, c'est différent quand tu es dans ta ville et voilà, tu connais plein de gens, etc. Là, je suis dans une des plus grandes villes du monde. La ville où il y a peut-être le plus de compétition au monde. Du coup, voilà, tu dois te démarquer, tu dois trouver des moyens de t'en sortir. Et j'allais à des événements de networking, je sortais constamment de ma zone de confort pour essayer d'approcher les gens. Ça, c'est le premier truc que les gens ne savent pas. Et tu vois un gars confiant qui sait s'exprimer, mais j'ai dû faire un travail de ouf sur moi-même pour pouvoir arriver à être le personnage que je suis aujourd'hui. Ouais. Et c'est marrant que je parle de ça parce qu'il y a quelques temps, j'en ai parlé avec une collègue en mentionnant le fait que moi, à l'époque, j'étais tout seul dans ma chambre et je me rappelle que le soir, je devais sortir pour rencontrer des gens et c'était dur pour moi. Je savais pas comment je fais. Donc j'allais au liquor store, comment on appelle ça, l'équivalent en français, pour acheter de l'alcool. Enfin, c'est des magasins où tu achètes de l'alcool. L'épicerie. Ouais, c'est pas vraiment des épiceries, mais c'est des magasins où on vend que de l'alcool en fait. Okay. Et aux États-Unis, on appelle ça les liquor store, magasins à liqueur si tu veux. Je bois pas trop d'alcool, donc je peux pas dire. Tu ne jugeras pas. mais bref, aux États-Unis, il y a ça. Et j'achetais une petite bouteille juste pour me chauffer, tu vois. Et détendre en fait cette anxiété que j'avais à l'idée de sortir et rencontrer des gens, que tu vois, aborder des conversations, parce que c'est toi qui dois entamer le truc, spécialement quand t'es un homme. Donc tu vois, j'ai dû commencer par ça, et petit à petit, je suis devenu plus confortable à l'idée de parler, rencontrer des gens, etc. Et c'était mon premier gros combat, mais je savais que c'était un exercice. Et aujourd'hui, je vois tout comme un exercice. Tous les challenges auxquels je fais face, je me dis c'est un exercice. Aujourd'hui, c'est dur, mais plus tard, ça sera plus facile. Tu vois. Et je pense que j'ai toujours eu cette mentalité. C'est ce qui m'a amené à être là où je suis aujourd'hui. Et pour continuer dans cette histoire, une galère que j'ai eue, ensuite, je suis revenu en Suisse. J'ai eu une opportunité pour revenir en Suisse pour ouvrir une salle de sport. À la base, je ne voulais pas revenir, mais je galérais aux États-Unis. C'était vraiment dur pour moi de payer toutes mes charges. J'arrivais à m'en sortir, mais c'était un peu à New York, vraiment, il y a cet état d'esprit du work hard, play hard. Donc, en gros, tu travailles dur, mais tu t'amuses beaucoup aussi. En fait, tu travailles tellement dur que tu es presque obligé de t'amuser de manière équivalente pour pouvoir relâcher ce stress que tu accumules au quotidien, parce que tu as 2-3 tafs, il faut que tu fasses la fête parce que sinon tu pètes un câble. Et c'est dur de rester assez concentré. Donc, il y a des périodes où j'étais plus concentré, bien entendu, mais je sentais que j'étais un peu dans je tournais en rond. Tu vois, ce rat, cet hamster qui tourne dans sa cage à hamster et tu sortes dans sa roue et qui au final fait du surplace, mais il court, mais il fait du surplace. Et j'avais l'impression que éventuellement avec ce train de vie là, j'allais continuer à faire du surplace. Donc j'ai eu cette opportunité, je suis revenu en Suisse. On a lancé une salle de sport avec mon ancien associé qui était dans le monde du crossfit, donc c'était une salle de cross-training, etc. Ça a très vite décollé, mais on a fait un mauvais partenariat. Moi, j'étais pas très calé d'un point de vue business, donc
on est en bon terme aujourd'hui, mais il me l'a fait à l'envers un peu. Ah. Et c'était une période très stressante pour moi où j'ai développé des problèmes liés au stress, des problèmes de mon tube digestif, je dormais pas, enfin, j'ai des trucs tu vois, assez graves. Tout est relatif encore une fois, mais c'était assez compliqué cette période pour moi. Et j'ai décidé de me séparer de cette association-là, et à partir de là, tout a décollé. Tu vois, comme quoi, quand tu te débarrasses de ce boulet que tu traînes avec toi, et bien éventuellement les choses vont dans la bonne direction. Et c'est ce qui s'est passé, on est en bon terme encore une fois, mais voilà, c'est une grosse galère, une période difficile pour moi où je travaillais beaucoup pour une salle où au final j'avais pas fait, d'un point de vue législatif, tout n'était pas bien fait. Du coup, je me retrouvais à fournir énormément d'énergie pour payer des trucs qui n'allaient pas dans ma poche au final. C'est moi qui ai rapporté le plus, mais j'en bénéficiais pas vraiment. C'était très compliqué au début, les gens savent pas, mais je faisais vigile parce que la chance que j'ai, c'est que j'ai un grand tismé balèze. C'est le premier commentaire comme ça à chaque fois. En fait, t'es plus grand que ce qu'on ouais, mais ok, d'accord. Voilà, exact. Mais en fait, j'ai un peu la carotte. Du coup, quand je suis revenu en Suisse, j'avais nulle part où aller parce que je pouvais pas retourner chez ma mère à cette époque-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû trouver un taf. Un pote à moi m'a hébergé chez lui et je travaillais vigile en boîte de nuit jusqu'à 6h du mat, et quand on a lancé la salle de sport, à 7h, 7h30, je donnais les premiers cours. Tu vois le délire, je dormais pas. Je faisais une petite sieste quand on finissait les 2 premières classes du matin, et ensuite j'enchaînais, et c'était un rythme de fou. Je dormais très peu, et quand j'étais à New York, je dormais extrêmement peu également. Je pense que c'était une chance, j'avais juste extrêmement faim. Mais c'était ça me maintenait éveillé, et j'ai vécu énormément de galères. J'ai 1001 anecdotes, on pourrait en faire 3 podcasts. Mais tout ça pour te dire que voilà, ça s'est fait graduellement. Et j'ai tout fait pour être dans la position dans laquelle je suis et essayer d'en faire une carrière. J'ai jamais considéré ça comme un petit taf que tu fais sur le côté, juste pour gagner quelques sous et payer tes vacances. Non, c'était vraiment un truc que j'ai voulu prendre au sérieux, donc je m'y suis dédié à 100%. Ouais, tu t'es investi émotionnellement dedans à 100%. Ça fait que, à 300% sur tous les aspects. Physiquement, émotionnellement, physiquement dans le sens où j'ai pratiqué tout ce que j'ai étudié avant de l'enseigner. Ça, c'était très important pour moi. Pas d'apprendre un truc et de le recracher, pas de lire une étude et de la recracher. Vraiment d'apprendre, accumuler des évidences. Ok, je pratique sur moi, je pratique, j'essaie, je vois, ok, je change ça. Et j'ai passé des heures et des heures à la salle de sport en train d'explorer, et j'ai eu de très bons résultats. J'ai fait énormément d'erreurs, j'ai eu énormément de blessures, tu vois. Mais encore une fois, tout ça, je pourrais dire aujourd'hui que ce ne sont que des bénédictions, parce que c'est ce qui m'a amené à réfléchir d'une certaine façon et on apprend plus. De toute façon, ça me parle tout ce que tu dis, on abordera le fait de pratiquer avant de pouvoir enseigner sur certains points, on verra dans la discussion. Et je reviens sur un point qui est intéressant pour moi, notamment sur le plan émotionnel, parce que c'est vrai que quand on découvre ton contenu ou quand on te suit depuis un moment, c'est vrai qu'on a cette approche un peu techniciste, où il y a du mouvement, tu as une prog, c'est cadré, c'est carré, etc. Et tu as mentionné quelque chose qui est intéressant, et j'aimerais bien qu'on explore un peu dessus, et je vais partager aussi mon expérience parce que ça me parle. Tu as dit, je devais prendre de l'alcool pour aller parler aux gens. Donc pour te désinhiber, pour être plus social, tu devais prendre quelque chose pour être, je mets vraiment des guillemets, Kevin à 80%, et laisser le 20% faire le... Quand je dis 20%, c'est l'alcool que tu as ingéré, faire entre guillemets taf pour justement créer un contact avec les gens. Et pour le coup, pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais un petit peu aussi dans ce cas de figure, dans le sens où j'avais du mal à parler aux gens, aller voir une belle fille, l'accoster, c'était compliqué. Et moi je suis tombé sur des réflexes archaïques, et puis on en parlera avec grand plaisir. Et j'ai travaillé sur un réflexe qui avait une grosse répercussion sur le plan émotionnel, d'ouverture aux autres, de sociabilisation. Je sais pas si ça se dit, mais je crois plus. Et je me retrouve un petit peu dans ton discours au début ça me coûte, je sais pas, 100 pour aller connecter avec les gens. Après ça me coûte 80, après ça me coûte 60, et après tu es 0 et tu vas tranquillement, tout va bien. Et pour le coup, je trouve ça vachement intéressant que tu en parles, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on te voit beaucoup parler face caméra, vidéo YouTube, les podcasts, tu les filmes aussi, tu les mets sur YouTube, on se dit putain, il a toujours été à l'aise ce mec, et en fait, non, tu as vécu aussi des trucs qui ont fait que au début, tu partais pas de 0, mais
presque. Ouais. Et par rapport à ça, mon expérience a été à peu près similaire. Moi, mon outil, ça a été les réflexes archaïques notamment, mais pas que. Et derrière, j'ai pu explorer pour connecter avec les gens, des professionnels du monde du sport, de la santé, et pouvoir tout simplement alimenter tout le réseau qu'il y a dans ce monde-là. Donc intéressant. Et deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, ce que tu as dit, avant d'enseigner, on pratique. Il faut pratiquer, il faut faire. Et quand on regarde, encore une fois, ton contenu, il y a beaucoup d'influences, notamment je vais citer Nassim Taleb, j'ai vu son livre, tu vois, non, c'est pas celui-là, il a Skin in the Game, là t'en as un là-bas, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as utilisé les outils philosophiques issus des livres de Taleb, mais pas que, justement dans le monde, on va dire, du fitness, de la santé, de la perf aussi? Alors, Nassim Taleb, effectivement, c'est mon auteur préféré. Il a eu énormément d'influence sur moi. J'aime pas tant d'influence dans le sens où il a changé ma façon de voir les choses, mais il a su mettre des mots sur des pensées. Je pense que c'était plutôt ça. J'ai toujours agi de la même façon, mais il a su le décrire de la manière la plus pertinente possible, et une façon que j'avais jamais approché par le passé. Et un des livres qui m'inspire le plus, c'est le Skin in the Game. Si on vient traduire en français, ça veut dire simplement avoir sa peau, mettre sa peau en jeu. Et je pense que c'est ça, en fait, le fait de pratiquer ce que tu prêches, de pratiquer avant d'enseigner, c'est que tu as montré aux personnes à qui éventuellement par le futur tu vas enseigner des choses que toi tu as mis ta peau en jeu. Donc tu as été prêt à assumer les conséquences de tes dires. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Je dis souvent, si aujourd'hui les politiciens devaient être au premier front en partant à la guerre, eh bien, il y aura beaucoup moins de guerre. Parce qu'ils ont payé les conséquences directes. Donc c'est beaucoup plus facile de dire aux gens de faire des trucs quand toi tu ne payes pas, de conséquences. Et justement, toute l'idée de ce concept-là qu'il a développé, Skin in the Game entre autres, eh bien, c'est de présenter les relations asymétriques que les gens créent entre eux et les autres. Donc entre toi-même, ta personne et les autres personnes que tu vas approcher, à qui tu vas enseigner ou tu vas l'aider d'une façon ou d'une autre. Et du coup c'est ça, c'est la relation asymétrique est décrite par le fait que on se met dans une position où si la personne reçoit des retours positifs, eh bien tu peux bénéficier de ces retours positifs, mais si la personne reçoit des retours négatifs, eh bien tu ne payes pas les conséquences de ces retours négatifs. Et c'est ce qui est problématique aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ce concept est très important pour moi. Ouais, on veut les avantages sans les... En fait, tu prends que les avantages sans les inconvénients potentiels. Et le fait de pratiquer sur toi-même, tu sais que, au moins tu as fait cette part du deal en disant, moi, je suis prêt à payer les conséquences négatives éventuellement de ce que je dis. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important. Ça instaure une relation de confiance. Et c'est important pour moi d'instaurer cette relation de confiance envers les gens qui me font confiance. Ouais, je suis assez d'accord, ça instaure une relation de confiance et ça te permet d'être encore plus investi parce que tu te dis putain si je me loupe, en fait ma peau est en jeu, ma réputation est en jeu, j'ai promis à un tel que je voulais faire ça, un tel que je voulais faire ça. Et je rejoins aussi une anecdote personnelle. Décembre dernier, devant une trentaine de personnes pendant un séminaire, j'ai dit avant la fin de l'année, en 2024, je vais donner mon tout premier séminaire sur 2 jours qui aura pour thème réflexe archaïque et mobilité articulaire. Je vais faire le lien entre les deux, entre la puissance du cerveau en lien avec les réflexes et puis la mobilité articulaire, parce que j'ai aussi beaucoup pratiqué, beaucoup étudié, notamment chez toi, pas que, mais chez toi. Et du coup, je me suis dit, ok, là, tu vas rassembler tout le monde, entre guillemets, et tu vas dire devant tout le monde, tu vas faire un séminaire en 2024 qui va porter sur ça, ça, ça. Comme ça, si tu le fais pas, tu passes pour un con, un blaireau, parce qu'en fait, tu as dit à tout le monde que tu allais faire. Donc ça m'oblige, quelque part, à me dire, attends, on va se lever plus tôt et on va peut-être taffer sur le séminaire, on va commencer à le préparer, on va commencer à voir comment est-ce qu'on l'organise, etc. Ouais, c'est bien, hein. Tu vois, en anglais, on dit you have to speak it into the universe. En gros, tu dois le mettre dans l'univers pour que ça se réalise. Ouais. Et parfois, c'est un accord que tu fais simplement avec toi-même. Mais tu as cette obligation parce que tu veux pas te ridiculiser devant les gens. Et des fois, c'est le boost dont tu as besoin pour accomplir les choses que tu as envie d'accomplir. Donc je trouve que c'est une très, très bonne façon d'opérer. Ouais, je pense en tout cas. Tu utilises cet outil avec tes clients, c'est-à-dire que est-ce que tu inculques
d'une façon directe ou indirecte, le côté, ok, bah, j'aimerais bien que tu me promettes quelque chose, que tu te fixes toi-même un objectif et que tu ne reposes pas ton objectif uniquement sur moi, sur quelque chose d'extrinsèque. Est-ce que tu utilises ça justement avec les clients avec qui tu travailles? Alors si on vient avoir une discussion, c'est un peu différent aujourd'hui, parce que moi je travaille avec des clients avec qui je travaille depuis des années aujourd'hui, donc on apprécie le côté longévité, bien-être, etc. de manière dans sa globalité, et c'est un peu comme une routine, tu vois, on se brosse les dents, on se voit avec Kevin, et c'est un peu normal. Donc il n'y a plus le facteur où je chasse la performance constamment, on sait juste qu'on est dans une progression constante. C'est un peu comme ça. On va continuer à évoluer et tant qu'on se voit, eh bien, on est constamment en train d'évoluer en termes d'intensité, de programmation, de volume de travail. Et c'est bien que parfois, bien entendu, on peut se fixer des objectifs, mais encore une fois, ça dépend de la relation que je vais avoir avec la personne. Je pense que c'est bien, mais je ne le fais pas avec les clients avec qui je travaille depuis des années à l'heure actuelle. On a certains objectifs. Je suis en train de réfléchir à revent en fait. Si on s'est fixé des trucs, c'est pas très clair et précis, on n'est pas très strict là-dessus pour être honnête avec toi. Okay. Maintenant, avec ces mêmes clients avec qui je travaille depuis des années maintenant, au début, on s'est fixé des objectifs qui étaient quantifiables et il y avait cet aspect-là à honorer. Moi envers toi et toi envers moi et toi envers toi-même au final. Ouais. Donc oui, on s'est fixé ça, on a pris le temps d'y réfléchir. Après, tu sais, il y a la vraie vie qui rentre en jeu. Tu te fixes des objectifs et puis il y a les aléas de la vie, tu te rends compte que il y a ça qui s'est pas passé comme prévu, du coup ça vient chambouler tous tes plans, etc. Donc il faut savoir s'adapter, il faut savoir que on apprécie aussi cette quête d'amélioration fitness globale 100% sans pour autant chercher à tout le temps la quantifier. Donc peut-être que ce que je cherche à répondre ici, c'est de dire que c'est bien, que je pense que c'est nécessaire d'avoir des objectifs qui ne restent pas vagues et flous, tant qu'on n'a pas compris que c'était une quête éventuellement sur le long terme et qu'on a des baisses de motivation, etc. Mais si ça fait partie de ta routine, je pense que c'est moins nécessaire. Moi aujourd'hui, tu vois, j'ai pas besoin d'une quête précise, j'ai pas besoin d'un objectif précis pour continuer à m'entraîner, etc. Si ce n'est le fait de me dire que je dois continuer j'aspire à être meilleur au quotidien. C'est mon seul objectif et je sais que ça passe par cette richesse physique. Donc je vais continuer à le faire. Ouais. Mais si tu as besoin de motivation intrinsèque, tu as besoin d'un truc vraiment pour te booster, là dans ce cas-là c'est important d'avoir un objectif qui est clair et précis. Ouais, c'est intéressant ce que tu as dit sur le côté quantifiable des choses, parce que je travaillais avec des athlètes avant, où évidemment, quand tu travailles sur de la performance, tu sais très bien que mieux que moi, qu'il faut quantifier les choses, combien de reps, tempo, machin, etc. Quand tu travailles avec monsieur et madame tout le monde, tu peux aussi être précis, mais moi je ne l'utilise pas non plus énormément, très simplement. Parce qu'en fait, ça reste monsieur et madame tout le monde. Et en fait, si je suis là à traquer la moindre calorie, traquer le moindre truc, t'as fait tant de reps, tant de temps, t'as fait, je sais pas, une douche froide de 3 minutes, etc. Les gens, en fait, ils sont perdus, ça leur correspond pas. Ils sont, putain, j'ai oublié de prendre mon goûter, j'ai oublié mes 50 calories de ma barre, je sais pas quoi. Ouais. Ils sont pas là-dedans, en fait. Et au début, effectivement, il y a ce côté, les gens viennent te voir, ils ont un objectif précis. Ouais, je fais une bêtise, j'aimerais perdre 10 kilos. Ok, déjà, tu as cet aspect éducation où on va faire plutôt une recomposition corporelle plutôt que perdre des kilos du poids, parce que masse grasse, masse musculaire, c'est un autre débat. Et après, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que tu te rends compte qu'elles n'ont pas besoin de traquer tout sur leur téléphone, traquer le moindre pas qu'ils ont fait sur le tapis de course, traquer le moindre kilo lorsqu'elles liftent des barres. Et pourtant, elles progressent quand même, en fait. Et quand elles découvrent ça, il y a ce côté, waouh, c'est quand même incroyable parce que j'ai pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour progresser, en fait. Exactement. Et du coup, ça rejoint le point que tu as cité, à savoir, vu que tu travailles avec des clients depuis des années, au début c'était hyper quantifié, etc., avec des objectifs précis. Maintenant, on va voir Kev le mardi à 18h, le vendredi à 14h, et c'est dans leur routine. Et puis, ils ont goûté à ça. Ouais, c'est ça. Et si c'est déjà ça comme ton objectif, de dire simplement que tu as agencé ta séance avec ton coach, et que tu vas chercher à respecter ça, bien sûrement tu vas déjà avoir 80% de tes résultats avec ça. Tu as tout gagné déjà. Voilà. Donc parfois c'est la seule chose dont tu as besoin. Et aujourd'hui, si on s'est fixé ça comme objectif avec mes clients, je suis très content.
Encore une fois, j'ai une relation différente et comme tu l'as dit, je pense que j'ai pas assez bien précisé, mais on parlait de la population générale et tu as fait la distinction avec les athlètes de haut niveau. Et bien entendu, avec les athlètes de haut niveau, on va opérer différemment. Et encore, ça va dépendre de quel athlète, ça va dépendre de pas mal de paramètres aussi. Il y en a avec qui on veut quantifier plein de trucs. Ça va dépendre de l'individu également. Il y en a qui aiment toutes les métriques qui sont mesurables et ils aiment utiliser tous les outils possibles. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a chez qui ça crée ça crée de l'anxiété. Donc on va éviter d'utiliser ces approches-là. Encore une fois, tout doit être personnalisé à mon avis. Il n'y a pas de règle absolue. Moi, pour être honnête avec toi, dans le monde de la préparation physique, parfois je trouve qu'on en fait trop. On veut rendre des trucs trop techniques, on veut se baser uniquement sur des datas et ne croire que les datas. Et je trouve que c'est une mauvaise façon d'aborder le tout, selon moi, encore une fois. C'est un autre débat. Ouais, c'est vrai. En plus, j'ai écouté récemment un de tes podcasts, où tu parlais de tempo d'exécution sur un mouvement. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui découvrent, tempo c'est quoi? C'est le rythme du mouvement. Quand vous faites un squat par exemple, le temps que vous allez mettre à descendre, le temps que vous allez mettre à monter, et le temps auquel vous allez passer sur les transitions, à savoir quand on est en haut ou quand on est en bas du squat. Et tu mentionnais dans le podcast que tu avais partagé t'avais reposté une story d'un mec qui avait fait un squat avec un tempo je crois que c'était un long tempo de 5-6 secondes, donc qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et tu as eu un commentaire du style, bah en fait, ça c'est pas utile pour l'hypertrophie. Oui, mais il n'y a pas que l'hypertrophie. On fait ça pour son objectif là, parce qu'il a un contexte comme ça, parce qu'il a mal, parce peut-être qu'il manque de sommeil, etc. etc. Et je trouve que c'est important, si tu veux rebondir là-dessus. Non, je rebondis parce que je trouve que c'est extraordinaire ce que tu viens de mentionner. C'est mon plus grand coup de gueule dans l'industrie du fitness. Et je dirais particulièrement dans l'industrie du fitness francophone qui était très axée sur la musculation et le développement de l'hypertrophie musculaire. Donc tous les gars voyaient tout à travers cette lentille-là. Tu vois, c'était tout la musculation, l'hypertrophie musculaire. Je dis, mais il n'y a pas que ça. Et au final, encore une fois, on fait un mauvais lien associatif entre la musculation et le bodybuilding. Ce sont deux sports différents. Et beaucoup de ces influenceurs qu'on voit sur le net qui sont connus dans la francophonie parlent de bodybuilding, ou sont très axés bodybuilding. Et du coup, bien entendu, pour eux, certains paramètres vont être maîtrisés d'une certaine façon parce que c'est intéressant pour leur contexte à eux, qui est défini par un sport en particulier. Et donc des règles bien précises qui régissent leur sport. Et moi, j'arrive et je change certains paramètres parce que je vois pas tout à travers le bodybuilding, parce que j'en ai rien à foutre du bodybuilding au final. Parce que je fais pas de bodybuilding et mes clients ne font pas du bodybuilding. Alors, il y a des choses intéressantes à prendre du bodybuilding, ce que j'ai fait et ce que j'ai intégré dans mon système. Mais encore une fois, c'est ce qui est dangereux c'est dangereux de juger quelque chose quand tu ne comprends pas quel filtre tu es en train d'utiliser au moment du jugement. Et je pense que ça, c'est important de le comprendre. Ouais, c'est fort ce que tu dis parce que ça rejoint aussi je découvre en ce moment un youtubeur qui est dans beaucoup de polémiques. Et ils ont passé dans une émission un de ces extraits qui a duré 20 secondes. Un extrait qui fait partie d'une vidéo de 1 heure. Et en fait, c'est bien, les gens ils vont juger les 20 secondes, ils vont se dire ouais, c'est intolérable ce qu'il dit parce que ça. Mais attends, est-ce que tu as regardé la vidéo de 1 heure? Et là, quand tu regardes la vidéo de 1 heure d'une façon large, macro, tu te dis ah ouais, mais en fait, il n'y a peut-être pas tort. Et puis c'est peut-être pas si mal ce qu'il dit en fait. Et effectivement, quand on voit sur les réseaux un squat, tout de suite on fait le rapprochement avec le bodybuilding. Ah ouais, il veut construire du muscle, mais c'est pas que ça en fait. C'est ça. Voilà, t'as pas tout le contexte. Alors évidemment, on fait ça pour partager nous et pour que les gens soient attirés aussi, parce qu'on joue aussi sur certains leviers pour que les gens puissent commenter, on crée des interactions. Mais c'est vrai que se baser juste sur un seul filtre, ça ferme l'esprit sur quelque chose, sur un seul filtre en fait, comme tu dis. Ouais, c'est ça, c'est le problème de notre génération où on consomme simplement ce qu'on appelle du snack content, donc du contenu tu vois, sous forme de snack, des petits trucs, et on prend pas le temps de regarder l'image du fast-food, l'image complète, la vidéo complète en l'occurrence ici, et du coup on n'arrive pas à avoir la réflexion complète. Je pense qu'on arrive à manipuler n'importe quelle information en coupant des petits morceaux ici et là, et c'est d'ailleurs ce que les médias mainstream font depuis la nuit des temps, et c'est comme ça que la propagande s'opère. Donc il faut simplement être assez lucide d'esprit pour ne pas tomber dans ces manipulations-là. C'est ça, être assez éduqué pour le coup, pour prendre du recul et se dire, puis même si t'es en désaccord, ok, attends, je vais prendre le temps de peut-être
regarder la vidéo en entier, connaître le personnage, ses aspirations, etc. Après, si t'es pas en accord, bah, c'est très bien. Si tu es d'accord avec lui, bah, c'est encore mieux parce que tu peux peut-être même échanger, aller plus loin dans le débat s'il y a débat, parce que ça c'est aussi un autre sujet. Quand les gens ne sont pas d'accord, bah, c'est un commentaire un peu agressif, puis après quand il faut vraiment discuter et sortir les arguments, bah, des fois il n'y a plus personne. Ça c'est un autre sujet. Mais tu vois, c'est marrant, je me permets de rebondir, de toute façon on a une discussion ouverte ici. Mais moi cette culture-là du constamment chercher à débattre avec quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord, moi ça me prend la tête, ça me saoule en fait. Ouais. Tu vois, il y a des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, il y a des trucs que aujourd'hui moi je suis assez ouvert d'esprit pour regarder un truc et me dire, écoute, à première vue ça me parle pas, et on en a déjà parlé ensemble, mais je suis assez ouvert d'esprit pour savoir que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Tu vois, ça je pense que c'est un des meilleurs dictons qu'on m'a dit, c'est un client à moi qui me l'a dit, et j'ai jamais oublié, il m'a dit, people don't know what they don't know, un client à moi sud-africain. Et c'est ça, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et j'ai jamais oublié ça. Et du coup, quand je fais face à une situation, voilà, j'entends un discours ou je vois une vidéo de quelqu'un qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose avec lequel, à première vue, je ne suis pas en accord, eh bien, je prends le temps de calmer mes ardeurs un peu et me dire, attends, peut-être qu'il y a un truc que je ne sais pas, à première vue, je ne suis pas d'accord, et voilà. On verra ce que la suite amènera, mais ça me saoule de vouloir rentrer dans les débats, de contacter la personne, tu vois, faire des va-et-vient, etc. Je trouve que c'est un truc de petit con. J'ai déjà été peut-être un petit con à certaines échelles, mais passé un certain âge, je pense qu'il faut, il faut chercher à grandir, et moi, ça me saoule. Si t'es pas d'accord, écoute, toi, fais ton truc. Tu vois, fais ton truc de ton côté, moi, je fais mon truc de mon côté. Et si on venait à me demander, hey, tu t'aimes ce que Cassius il fait? Ah non, je suis pas d'accord avec lui, très bien. Tu vois, on n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'être en accord avec tout. Tu vois, mais il fait son truc, moi je fais mon truc, et puis voilà. Sois pas un petit con, soyez pas des petits cons. Je sais pas si on peut insulter, sinon, mais je pense que c'est un message qui est important. Chacun fait son truc, et tu sais, il y en a qui aiment mettre leur fausse cape de justicier en disant qu'ils viennent là pour aider le public et les avertir de la mauvaise information, alors que non, en fait, ce sont simplement des individus qui sont mal dans leur peau, qui ont un nuage gris au-dessus d'eux et qui ont un problème de certaines insécurités, et ils cachent ça sous cette fausse cape de justicier, tu vois. Ouais. Et moi, ça m'emmerde un peu. Ouais, j'allais venir parce qu'en plus, il y a une différence entre. J'ai écouté ça dans un débat, parce que j'écoute souvent et je regarde aussi les débats politiques, ça m'intéresse de plus en plus. Il y a une différence entre chercher la vérité et avoir raison. Ouais. Parce qu'en fait, il y en a, je vais à l'encontre de tes arguments parce que je veux montrer que je suis là, et je veux aller à l'encontre de tes arguments parce que je pense aussi que j'ai une approche que tu ne connais peut-être pas et qui peut t'aider pour justement améliorer ce que tu as envie d'améliorer. Et c'est vraiment important de faire la différence, et c'est vrai que, alors à moindre échelle par rapport à toi, mais quand je sortais pas mal de contenu et que j'avais des commentaires assez péchus, bah, je me disais, alors attends, qu'est-ce qu'il veut exactement lui? Puis j'essayais de créer la discussion sans investir beaucoup de temps non plus, parce qu'il y avait d'autres choses à faire, pour voir quel était son réel objectif en fait. Et il y en a, c'était super cool parce qu'ils exprimaient de façon loyale, avec du respect, etc., un désaccord parfois un petit peu avec des pics, mais parce que c'est aussi le caractère, etc. Mais il y en a d'autres, c'était ouais, tu fais de la merde, etc. Ok, bah explique-moi pourquoi. Bah parce que tu fais de la merde. Ah, bah super, génial, merci. Non, tu vois, c'est pour moi, encore une fois, intéressant à mentionner. Je vais revenir sur Nassim Taleb. Il a une citation qui est super intéressante. J'ai sorti au mentorat dans l'une des premières slides, justement. Il disait que. Alors je vais paraphraser un petit peu parce que je ne peux plus exactement. Attends, je vais essayer de deviner parce qu'en plus, j'allais y venir. Je crois que c'est. Attends, c'est. Tu me dis c'est ça. Un instant, je dis Nabil, tu peux fermer juste la porte en haut là en tirant le truc? Pas de soucis, t'inquiète. C'est les aléas du direct. Et beaucoup ont un avis, très peu ont l'expertise. C'est un peu un truc comme ça, non? Il y a celle-là qui est bien, non mais c'est pas celle-ci à laquelle je faisais référence. Je faisais référence à celle où il dit les imbéciles cherchent à avoir raison et les gagnants cherchent à gagner. Ouais. Voilà, okay, c'est ouais, ça. C'est ça, ouais, okay. Et en gros, pour expliquer la citation pour ceux qui n'ont pas compris, le but lors d'un débat, ce n'est pas simplement de chercher à avoir raison, mais voilà, d'écouter l'autre éventuellement pour apprendre quelque chose qui va être prolifique, pour que tu puisses toi avoir des résultats positifs, entre autres gagner. C'est ça au final. Donc si je dois avoir tort lors du débat pour pouvoir gagner sur le long terme, eh bien c'est bénéfique pour moi, ça fait de moi un gagnant. Et les imbéciles parfois sont figés dans leurs idées et veulent absolument montrer qu'ils ont raison et ne sont pas à l'écoute. Je pense que c'est important. Et il y a cette distinction que je dis tout le temps, je mentionne souvent avec mes amis, c'est qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Je trouve que la langue française, c'est une langue qui est tellement riche, ça arrive à apprécier justement ces distinctions-là.
Il y a entendre et écouter. Écouter, tu absorbes l'information, tu la considères, tu l'analyses. Et entendre, eh bien, ça rentre là et ça sort de l'autre côté. Et je pense que c'est le problème de beaucoup, surtout dans cette génération Instagram, TikTok, etc. Ouais, c'est ça. On prend du contenu et puis on ne prend pas le temps de le digérer quelque part pour les mettre puis de façon intégrale, on en revient tout à l'heure, déjà de façon intégrale, et de le digérer, de se dire, ok, bah, est-ce que ça peut m'apporter déjà, et si je suis en désaccord, bah attends, on va quand même explorer, voir si j'ai quand même des choses à apprendre, parce que c'est la citation que tu cites souvent de Bruce Lee, là, il y a des choses à apprendre, d'autres à laisser. Exact. Et c'est toujours intéressant de se dire que bah, je prends des outils, je les utilise, et si ça marche pas, peut-être que ça marchera avec d'autres gens. Et encore une fois, moi j'ai cet état d'esprit aussi, puis en plus ça fait partie de l'éducation que tu inculques dans ton mentorat. Le premier module, c'est l'esprit critique. Exact. Et tu avais mentionné, si demain je dois remettre tout en cause pour que mon client ait de meilleurs résultats, bah, je le ferai. Exact. Et en fait, je trouve que moi ça me parle énormément, parce que le but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'aider le client avec qui tu travailles en fait. Exactement. Et quand je suis parce que j'organisais avant des séminaires sur les réflexes archaïques, et on avait beaucoup de kinés, d'ostéo, qui étaient très evidence-based practice, qui étaient très les études ci, les études ça, mais le terrain n'a pas prouvé ci, le terrain n'a pas prouvé ça. Ok, très bien, mais regarde, on prouve devant toi qu'il y a des choses que tu peux prendre qui peuvent marcher. Pourquoi tu t'en priverais en fait? Pourquoi tu t'en priverais? Et si vous suivez un petit peu mon compte et ce que je fais, bah c'est vrai que je parle de plus en plus de réflexes archaïques. Ça peut paraître justement archaïque et puis on se dit ouais, c'est des trucs bizarres du cerveau, etc. Il n'y a pas encore beaucoup d'évidence. Alors il y a des travaux, il y a des papiers qui mentionnent certaines choses, mais d'un point de vue terrain, en lien avec le fitness, la performance, etc., bah pour l'instant c'est vrai qu'on est encore aux prémices de ça. Mais quand moi j'ai testé des choses sur le terrain, quand tu as une personne qui fait une extension du dos, qui est bloquée là, qui te dit ça pince, ça fait 8 ans que c'est comme ça. Ah ouais, ta douleur elle a combien sur 10? Elle a 6 sur 10. Tu fais 40 minutes de travail avec elle, ou tu enlèves les contraintes nerveuses, tu travailles sur les réflexes, tu fais du mouvement ensuite, exploration articulaire que tu ajoutes avec l'outil. Elle va beaucoup plus loin et puis elle se dit waouh, ça fait 8 ans que je suis pas allé dans cette amplitude là, et puis elle s'effondre là parce qu'elle a une solution. Bah, tu te dis, bah, je vais la prendre en fait. J'utilise cet outil là, je vais pas me dire, il n'y a pas d'études donc ça dégage. J'ai un peu loin, je me perds un peu. Mais... Non, mais c'est l'erreur que beaucoup font et c'est un message que je prêche constamment. Tu vois, le problème, c'est qu'on catégorise comme évidence simplement une des sources d'évidence, tu vois, qui est la recherche scientifique. Et malheureusement, il y a toujours un grand temps de retard entre ce qui est prouvé vrai sur le terrain et ce qui vient d'être prouvé par la suite sur ces différentes recherches. Donc si tu attends que sur ça, ben, tu auras toujours un temps de retard. Et c'est ce que j'observe malheureusement. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai le succès aussi que j'ai, parce que ça vient avec un temps de retard, mais vu que j'étais un des premiers à prêcher ce que je prêche, eh bien ça fait qu'aujourd'hui, certes, voilà, c'est à la mode, mais quand c'était pas à la mode, moi je le prêchais, c'est ce qui fait que je suis un des premiers voilà, je suis une des références, on va dire, dans ce que je dis, et toi tu l'es ou tu vas l'être du moins dans quelques années encore plus, si c'est véridique ce que tu dis, tu vois. Donc voilà, je pense qu'encore une fois, c'est une mauvaise compréhension du tout. L'évidence ne se résume pas que à la recherche scientifique. Il y a plusieurs sources d'évidence. Je pense que les anecdotes, l'expérience de terrain sont des évidences qui sont tout aussi importantes. Tu vois, moi, c'est un truc qui me fait halluciner des fois. Moi, ça fait 11 ans que je suis dans le métier. J'ai littéralement entraîné des centaines de personnes, de la population générale, avec toutes les problématiques du monde auxquelles tu peux penser. Des athlètes du plus haut niveau, littéralement, dans les plus grandes ligues du monde, et pas que plusieurs. Et je pourrais jamais aller à l'encontre de ce que mes yeux ont vu, de ce que j'ai fait sur le terrain. Il y a des gens qui veulent me faire aller à l'encontre de ce que moi j'ai vu et pratiqué maintes et maintes fois sur le terrain. C'est un truc de ouf. Et je vais me faire croire que ce que moi j'ai vu et répété et fait, ça n'a pas de valeur. Mais t'es sûr que c'est ça que t'as vu? Non, parce que le papier dit que... Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. Et il y a des gens qui sont prêts à renier ça en fait, ce que leurs propres yeux leur montrent, simplement parce qu'ils ont été matrixés. Et il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont dans la matrice. J'avais fait un réel à l'époque sur ça, où justement je parlais des rotations du genou. Et je me rappelle des gars qui commentaient en disant qu'on soit en accord ou pas, que ce soit la fonction primaire, on s'en fout, mais que les gens disent
le genou ne fait pas de rotation. Alors que dans la vidéo, Je te je te montre que mon genou fait des rotations. C'est-à-dire que tu es prêt à rogner ce que tes propres yeux voient. C'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est de la folie d'arriver à ce stade-là. Et tu te rends compte à quel point les gens ont été matrixés. Et malheureusement, la plupart des gens sont dans la matrice. J'adore la métaphore de la matrice. Je trouve que c'est trop véridique. Ouais. Et il y a des gens qui ne veulent jamais sortir de la matrice. Ouais. C'est trop pour eux. C'est trop pour eux de réaliser qu'en fait, ils étaient dans la matrice. Et dans le film, c'est ça. Il y a des gens, quand tu les débranches, eh bien, ils voient la réalité. Tu vois, crise d'épilepsie, ils meurent. Parce que c'est trop, en fait. C'est trop pour eux d'absorber toutes ces informations-là d'un coup. Et je trouve que c'est assez représentatif de la réalité. Ouais, puis c'est surtout pour ces personnes-là, du moins qui n'ont pas trop l'envie de se remettre en question sur certaines choses. C'est ça. Quand tu passes 10 ans sur un sujet et que, entre guillemets, du jour au lendemain, on te propose un truc Qui qui va à l'encontre, et surtout, je t'ai dit, si t'as une méthode où tu peux accéder à quelque chose en 1 heure. On te propose une méthode le lendemain, après 10 ans de ta pratique, où tu peux accéder au même objectif en 10 minutes. Et en fait, les gens, ça peut les brusquer parce qu'ils sont tellement, entre guillemets, associés émotionnellement, mariés à ce à quoi ils ont prêché depuis 10 ans, qu'en fait, ils se disent, mais attends, j'ai passé beaucoup de temps, je crois que c'est toi qui le disais aussi, ou je sais plus un autre... C'est un biais cognitif, j'en parle dans plusieurs podcasts justement. Ouais, c'est... Daniel Kahneman qui s'appelle Les couilles récupérables, j'en parle dans le programme. Oui, c'est ça, exactement. Les couilles récupérables. C'est intéressant parce que ces personnes-là se disent, bah attends, moi j'ai investi 10 ans de ma vie là-dedans, je vais pas remettre en cause mon investissement que j'ai mis là-dedans. Ouais, c'est ça. Donc en fait, et ça peut être frustrant, et moi le premier, quand je suis tombé la première fois sur du contenu sur la mobilité, je me suis dit, ok, il y a des choses à faire. Au début, pareil, on parlait de réflexe archaïque, je me disais, ouais, ça me donne pas envie, ça va être des trucs bizarres du cerveau, on va faire, je sais pas, 3 claquements de doigts du côté gauche et puis tu vas gagner en flexion, etc. Alors oui, en surface, il y a des trucs comme ça, mais quand tu creuses, tu te dis, oh putain, ouais, attends, si, il y a quand même des choses où il y a une évidence et il y a quelque chose à creuser, quoi. Ouais. Donc, et c'est ça sur tous les sujets, en fait. Non, sur tous les sujets. Après, tu vois, ce qui est particulier, peut-être avec mon discours, où il faut pas mal l'interpréter, c'est que j'invite à être ouvert d'esprit, mais j'invite à être sceptique. Ouais. Et je pense que c'est là où il faut garder le juste milieu. Moi, je suis quelqu'un de très sceptique. Mais je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit également. Et je trouve que j'arrive à me situer justement dans cette zone du milieu qui me permet de continuer mon apprentissage tout en n'étant pas cette personne qui avale tout ce qu'on lui dit et tout ce qui paraît intéressant en surface. Donc il faut quand même avoir un esprit analytique de chaque chose auquel tu fais face pour pouvoir déterminer si oui ou non tu veux creuser un peu plus. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas moi c'est ma position aujourd'hui. Ouais, alors moi je pense que je suis moins que toi, ce côté sceptique, ouvert d'esprit sûr et certain, parce qu'en fait, maintenant, si dans le monde du fitness, du sport et de la santé, si tu essaies de te mettre dans une position où j'ai raison, en fait, moi je vais faire par Wallis. C'est-à-dire que tu n'auras rien sur lequel tu vas t'accrocher pour me faire monter en pression et que moi aussi je rentre dans le fight, tu vois. Parce qu'en fait, je suis tellement animé par donner des solutions à l'humain que avoir raison, en fait, j'en ai rien à foutre, en fait. Ouais. Clairement, je m'en fiche. Alors bien sûr, il faut quand même que tu sois aligné avec tes valeurs, avec certaines méthodologies que tu apprécies plus ou moins, évidemment. Mais par contre, moi je veux aller vers un parcours qui donne des solutions à l'humain, pas pour avoir raison. Et ce côté sceptique, je l'ai, je pense, un petit peu. Je l'avais il y a quelques temps. Je pense qu'il y a 2-3 ans, je l'avais avant que je tombe aussi sur les réflexes archaïques et que certaines contraintes nerveuses, émotionnelles soient levées pour que je sois encore plus ouvert d'esprit. Mais c'est vrai que au début, quand je vois un truc, je me dis, ok, ça me tille, c'est intéressant, on va essayer de creuser, on va voir d'autres contenus avec d'autres intervenants, on voit ce qu'il en est, les résultats, ok, négatif, positif, j'explore et puis après, j'essaie sur le terrain, je vais me former, parce qu'il faut savoir que je continue tout le temps de me former, tu vois, et en mars dernier, j'ai fait une formation d'hypnose. Tu te dis, mais attends, le mec il est coach sportif, il fait une formation d'hypnose, ça n'a rien à voir. Oui, mais j'ai peut-être des outils à apprendre, tu vois. Pareil, j'ai fait un cours avec une amie belge, Gabi, si tu te reconnais, voilà. Gabrielle, et c'est un cours sur le périnée, c'est un cours pour les femmes déjà, sur le périnée, sur quelque chose de... On se recentre à soi-même, le périnée, on travaille tout ce qui est zone des hanches, etc. Et j'ai eu des commentaires en mode attends, mais c'est pour les femmes, pourquoi tu y vas? Puis je leur ai dit, mais alors déjà, toi aussi tu as un périnée. Ouais. Et deuxièmement, j'ai des clients de femmes. J'ai des clients de femmes en fait. Bah oui. Donc pourquoi tu me critiques là-dessus? Et puis même, moi je me dis,
elle a des outils que j'ai pas, parce que c'est une ancienne infirmière, elle a été dans le monde médical, etc. Moi j'ai des trucs à apprendre aussi, tu vois. Les réflexes c'est pareil, donc j'ai découvert les réflexes par le biais de Lucas Bourguignon, mais je suis allé voir aussi ce que fait IMP. Donc c'est Paul Landon et Kevin Bobry qui ont 7 modules en France, qui font des formations partout en France. Et je me suis dit, bah attends, on va aller voir ce qu'eux font, on va découvrir le niveau 1 ok, niveau 2 ok, niveau 3, on essaye, on découvre, etc. Et moi ça me convient d'avoir pas cette casquette, mais ce côté, t'es coach sportif, et tu prends les outils, alors au début, plus sceptique, de façon plus sceptique, mais tu vas quand même, tu vas au-delà de ta première pensée quand tu découvres un contenu, tu vois. C'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est pas juste se dire, ouais, ça je connais, ou ça, c'est de la merde. Parce que j'ai des pensées comme ça aussi, des fois. Tu sais, tu te dis, parce qu'il faut être honnête, tu sais, je regarde un truc, je me dis, putain, mais ça c'est du bullshit, et après je me dis, attends. Je me rappelle, qu'est-ce que je viens de dire? Attends, vas-y, regarde, c'est qui, qu'est-ce qu'il propose? Ah, c'est pas mal, en fait, il y a des choses, ça me parle, tu vois. Et on en revient tout à l'heure, plutôt que de te baser sur un contenu de 20 secondes, essaie de regarder le plus possible en intégralité, puis après, tu as forcément des choses à apprendre. Ouais, c'est ça, et encore une fois, c'est propre à chacun, en fonction de la volonté que tu as d'apprendre ou pas. Et il y en a qui sont satisfaits dans la position dans laquelle ils sont. Moi, aujourd'hui, je ne cherche pas forcément à apprendre pour apprendre. Tu vois. Je me dis, aujourd'hui, est-ce que je rencontre un problème? Moi, je vais chercher à apprendre quand je rencontre un problème. Je pense que c'est comme ça aujourd'hui parce que j'ai un temps qui est très limité. Ouais. J'ai des capacités en termes de ressources, d'allocation d'énergie, si on veut, qui sont de plus en plus limitées. Donc si je rencontre un problème bien spécifique, je me dis ok, comment j'arrive à résoudre ce problème? Et là, je vais chercher. Et là, éventuellement, je vais commencer à explorer des avenues que je n'aurais pas explorées en temps normal. Parce que sinon, l'apprentissage c'est infini, tu vois, ça s'arrête jamais. Tu es toujours en train d'apprendre de nouveaux trucs, tu es toujours en train d'écouter plein de trucs de nouveaux que tu n'as jamais entendus, avec lesquels tu n'es pas en désaccord, etc. Et c'est un peu parfois mon coup de gueule aussi, et j'ai été victime de ça quand j'ai commencé aussi dans l'industrie, où je faisais toutes les certifications, j'ai fait comme toi, j'ai fait plein de trucs, des formations, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette formation? Et j'ai tout fait parce que j'avais cette soif d'apprendre et je me suis rendu compte qu'au final j'étais pas en train de me rendre service forcément. Parce que j'aurais pu allouer plus de temps à repratiquer ou remaîtriser au maximum les choses que je venais d'apprendre ou que j'avais commencé à explorer pour pouvoir les ramener à un autre niveau. Tu vois, c'est un peu le même discours qu'on a avec les livres. Tu peux lire tous les livres du monde ou éventuellement tu peux relire ces livres qui sont des livres qui t'ont impacté et tu te rends compte qu'en les relisant, il y a 2-3 trucs en plus que tu absorbes. Tu vois. Moi, ces livres Skin in the Game, je l'ai lu je l'ai revisité 3 fois. De Black Swan aussi, tu vois, donc Antifragile aussi. Ouais. C'est des livres que de temps en temps je ressors, peut-être je vais pas le relire dans son intégralité, mais je vais relire certains chapitres, etc. parce que je me dis, ah ouais, ça rafraîchit ma mémoire. Ah ok, ça je n'avais pas compris de cette façon-là. Donc encore une fois, je pense qu'il y a 2 façons de voir le monde, mais il n'y a pas de juste ou de faux. Ouais. Moi, c'est la méthode que j'apprends, que j'utilise aujourd'hui. Et je sais qu'à la fin de mon mentorat, il y en a qui m'ont dit, Kev, c'est quoi la prochaine formation que je peux faire? Moi, je suis là, déjà pratique tout ce que tu as vu là. Et quand tu rencontres un problème, éventuellement, tu pourras trouver une formation qui, je l'espère, pourra répondre à ce problème-là, tu vois. Ouais. Et sinon, c'est un game qui est infini. Je peux pas jouer à ces jeux comme ça. Bah, c'est ça, surtout qu'en plus, je fais la parenthèse, c'est vrai que ton mentorat, il est hyper dense, hyper costaud. Si je ne m'abuse, tu ouvres les modules au fur et à mesure du temps, tellement que c'est long. Ouais. Parce que tu as le conditioning, tu as la mobilité, la réa, tu as la nutrition, tu as 6 mois, voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que, attends, tu as plein de choses, mais les en place avant de chercher. C'est vrai que le discours que j'ai là, en disant que j'ai un parcours où je vais me former, c'est bien, c'est cool, mais en fait, si tu passes aussi trop de temps à te former et à pas pratiquer, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et c'est ça. Voilà, c'est encore une fois, l'objectif, c'est la personne que tu as en face de toi. Donc, et ouais, c'est intéressant ce point de vue-là d'avoir encore une fois cet équilibre entre aller se former et puis pratiquer. Et je voulais repartir sur un autre sujet, parce que je l'ai dans le coin de ma tête depuis tout à l'heure. Tu travailles avec Gaël Monfils, ou tu travaillais? Ouais, je travaille. Tu travailles encore avec lui, ouais. Ok, tu travailles encore avec lui. Et sur Instagram, en collaboration avec toi, il a partagé une vidéo où justement, en pleine compétition, après un match, il te mentionne en disant ouais, c'est mon coach physique, il est là-bas dans les tribunes, c'est pour ça que je fais un pas de danse, etc. Allez voir la vidéo, j'en dis pas plus si vous voulez être plus curieux. Et qu'est-ce que tu en penses je vais avoir ton avis là-dessus, de ce côté être reconnu, parce que c'est vrai que les préparateurs physiques, on dit c'est du travail de l'ombre, ils sont pas trop mis en lumière. Comment tu vois la chose toi,
après avoir vécu ça à Roland-Garros, c'était à Roland-Garros, que Gaël, mon fils, te mette en avant et surtout, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, surtout mettre le métier de coach physique, de préparateur physique en avant. Bon, déjà, c'était un honneur et c'était une sensation de fou. Ouais. Donc, c'était extraordinaire. Shout out à mon gars Gaël qui m'a donné de la force et qui m'a toujours donné de la force. Il a même fait un autre réel avec moi où il a voulu me mettre en avant, etc. Il m'a mis dans ses vlogs aussi. Et franchement, je dois être honnête avec toi, j'ai plusieurs de mes athlètes qui ont fait ça, Clint aussi, qui m'ont fait ça, Madou qui me tag sur leur post, qui me donne la force sur Insta, ou même auprès de journalistes qui m'ont écrit, ils m'ont dit ouais, lui, il m'a dit qu'il travaillait avec toi, etc. Donc, franchement, j'ai créé cette connexion avec les athlètes avec qui je travaille, qui me sortent de l'ombre et qui mettent en avant justement notre beau métier. Et pour être honnête avec toi, je pense que, je vais dire un truc de ouf là, mais je pense que on va de plus en plus être mis en avant. Je pense que même, ça va, je vais dire un truc de ouf, je pense que même on risque d'arriver à un stade où le coach, le préparateur physique, à condition qu'il soit bien complet et soit pas juste la brute qui compte des répétitions, eh bien soit tellement important que il fasse de l'ombre un peu au coach technique. Tu vois. Parce que moi je suis dans leur milieu, donc je vais dire la vérité. Les gars, ce sont les meilleurs en tout cas les gens avec qui j'ai l'occasion de travailler, sont les meilleurs dans leur domaine. C'est très difficile parfois d'avoir quelqu'un qui n'a pas les mêmes accomplissements que toi, n'a jamais eu les mêmes accomplissements ou autre, qui vient te dire comment faire un truc, tu vois. Et c'est le coach technique, tu vois, c'est un sujet que eux, les athlètes, maîtrisent à 300%. Alors ils ont quand même un coach technique parce que ça amène un œil externe, il y a ce côté analytique, il y a des gens qui sont très performants et ça amène un truc en plus. Mais je pense que les coachs techniques qui sont vraiment bons, qui vont avoir une relation personnelle, donc je ne te parle pas du cadre de l'équipe, d'un club, hein, okay. Donc un coach technique one-on-one, eh bien, il y en a peu qui sont très très talentueux au point où l'athlète se dit ouais, j'ai vraiment besoin de ce gars. Tu vois. Des fois, les athlètes prennent des coachs techniques pour simplement le fait de se dire ouais, allez, je dois bosser sur mon shoot, je dois bosser sur mon tir, etc., etc. Et je pense que là, on se rend compte petit à petit que la préparation physique, c'est important d'un point de vue longévité. Et ce qui compte le plus pour un athlète, c'est l'aspect longévité. Au-delà de l'aspect technicité. Parce que tu es déjà, en tout cas, moi encore une fois avec qui je travaille, sont déjà les meilleurs du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu es le meilleur du monde, tu peux rajouter un peu plus de technicité, mais c'est un truc que tu fais depuis tout petit, depuis que tu as 6 ans, tu vois. Et du coup, l'aspect longévité, tu es obligé de le maintenir constamment, tu vois. Tu es obligé de faire un travail constant, et du coup là, ça devient super important. Donc je me demande si à un moment ou à un autre, je pense que, encore une fois, on va avoir un rôle qui va être plus important. Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi j'ai vu l'évolution de mon métier où les athlètes donnent plus d'importance à ce que je fais. Surtout quand ils vieillissent. C'est normal. Tu vois, quand tu es jeune, tu as la fougue, en fait tu peux t'en sortir en faisant plein de conneries, en faisant n'importe quoi. Mais quand tu vieillis, là tu te rends compte qu'à quel point ton corps c'est ton outil de travail et tu dois en prendre soin. C'est pour ça que moi j'ai malheureusement... je dis malheureusement parce que j'ai le même discours avec tous les athlètes avec qui j'ai travaillé. Gaël, Joe Wilfried Songa, Djourou, tous ceux avec qui j'ai travaillé qui sont soit en fin de carrière ou m'ont engagé durant leur dernière année ou 2 dernières années de carrière où ils se sont dit putain, j'aurais dû bosser avec toi plus tôt, tu vois. Ma carrière aurait été différente. Parce que ce qui les a arrêtés n'était pas le manque de technicité. Ce qui les a arrêtés, c'était les blessures qui leur empêchaient d'exprimer leur capacité technique. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc au final, le facteur limitant leur permettant de ne pas arriver au niveau auquel ils auraient voulu arriver, ça a souvent été l'aspect longévité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi je pense qu'on va arriver à un stade où les athlètes vont s'en rendre compte, et de toute façon, quand ils arrivent en fin de carrière, ils s'en rendent compte, tu vois. Mais éventuellement, il y aura une nouvelle culture qui va s'installer et les athlètes plus jeunes vont comprendre également à quel point c'est important et à quel point ton corps c'est ton outil de travail et tu dois en prendre soin. Et plus tu le fais tôt, plus tu peux avoir une longue carrière. On a des exemples aujourd'hui comme les Cristiano Ronaldo, les LeBron James. Mais ces 2 gars-là sont les gars qui ont révolutionné l'industrie. Tu vois, Djokovic, tu vois, moi je suis dans ces milieux-là, basket, foot et tennis. Et ils mentionnent toujours les mêmes gars. Tu vois. Aujourd'hui, moi, entre autres, j'ai un taf avec eux. Parce que, mais Djokovic, on voit que le gars là, avec son coach, ils font toujours du travail, ils font du travail articulaire, ils font ça, et le gars, ouais, c'est du numéro 1, et surtout, il dure. C'est la durée, en fait, c'est ça qui fait qu'il est numéro 1. Cristiano Ronaldo, il a toujours pris au sérieux le côté fitness.
Ah, mais c'est quoi qui le différencie des autres? Le côté fitness, lifestyle, nutrition, etc. Ouais. Ah, ok. LeBron James, pareil, qui a investi 1,5 million, 2 millions entre son coach fitness et ses soins, etc. Les gars, ils disent, ah ouais, en fait, il n'y a pas de secret. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est ça, en fait. Et je pense qu'encore une fois, on va prendre ce métier plus au sérieux. Et il y aura de belles opportunités avec les athlètes de haut niveau au moment où ils vont vouloir s'investir. Ouais. Ouais, non, pour répondre à ta question, j'ai pas répondu, mais c'est un honneur et c'est un truc de fou. Et je pense que, encore une fois, ça va aller que dans la bonne direction pour nous, à condition, encore une fois, qu'on sache faire le travail correctement. Mais moi, c'est clair que ça me fait plaisir de fou. Ouais, bah surtout que bah, t'es mis en avant auprès de personnes qui ne sont pas aussi du milieu et qui se disent ok, attends, il est arrivé à faire un match comme ça, avoir un niveau de performance, c'est grâce à son coach technique mais aussi au coach physique qui justement a développé ces qualités-là. Et ouais, c'est hyper cool en tout cas. Je me suis dit quand j'ai vu la vidéo, bah je me suis dit putain ça doit être ultra plaisant, ça doit te faire plaisir de fou. Ouais. Et deux, je me dis c'est hyper cool de partager ça parce que ça partage une image du préparateur physique, ok, il est tout aussi important, voire à certains contextes plus important pour perdurer, pour se soigner d'une blessure, etc., etc. Ouais. Après, plus important, peut-être je me suis emballé, mais Non, tout aussi important. Tout aussi important. Ouais. Après, ça va dépendre effectivement du contexte. C'est ça. Mais ouais, on s'est compris là-dessus. Non, je pense que on fait un métier, on peut être un vrai game changer si on le fait sur la durée, avec un athlète. Ouais. Je pense sincèrement qu'en 1-2 années, si t'es vraiment assidu et qu'on fait le taf, franchement, tu peux prolonger la carrière d'un gars. Et c'est ça. Puis en plus, tu te dis, attends, le mec, ça fait 10 ans, 15 ans qu'il travaille sur ce côté technico-tactique, technique sur un geste, etc. C'est ça. Quelle est la marge de progrès? Quel est le retour sur investissement sur ça? Et tu vas travailler sur quelque chose sur lequel il n'a jamais travaillé, tout de suite tu vas avoir des résultats. C'est ça. Et c'est aussi pour ça, là, je rebondis là par rapport à, parce que je parlais souvent des réflexes archaïques. Moi je perçois les choses en deux niveaux. Tu as le côté, on augmente les capacités de la personne, tu augmentes sa capacité articulaire, musculaire, explosivité, etc. Tu peux inclure aussi le côté technico-tactique. Mais quand est-ce qu'on s'occupe de réduire ces parasites nerveux? Tu vois, et quand tu joues sur les deux, bah, tu as un retour sur investissement qui est pour moi incroyable, et c'est aussi pour ça que je partage beaucoup l'approche des réflexes archaïques, c'est on regonfle les pneus, on enlève ton frein à main, et là on peut démarrer pour avancer. Tu vois, on s'occupe des petits parasites qui merdent, on fait en sorte d'avoir un bon train, un bon vilebrequin, etc. Un bon démarrage pour la voiture, qu'il y ait une bonne boîte de vitesse pour les qualités, tu vois, pour faire référence au curseur, et ensuite on peut y aller, tu vois. Et c'est pour avoir un retour sur investissement, en fait, c'est pour ça que je suis autant animé par ce côté qui est déjà dans la francophonie, comme tu dis, ce côté mobilité, qui a encore pour moi du retard, mais qui commence à arriver, on le voit de plus en plus, et réflexe archaïque, mais qui est encore trop, on est dans les prémices de ça, parce que je me dis, en fait, moi ce que je veux c'est le meilleur retour sur investissement quand je travaille avec des gens, sur quoi je peux aller pour justement aller chercher ce meilleur retour sur investissement. Et le but c'est pas de trouver la perle rare et de dire ouais j'ai trouvé le nouveau truc à la mode, c'est, on en revient tout à l'heure, être curieux, aller étudier, tester, etc. à droite à gauche. Ah ouais ça je l'utilisais mais maintenant je préfère ça, etc. etc. Et en fait je trouve que notre métier est incroyable en fait. Parce que en fait t'es c'est un ami à moi, Benjamin, petite dédicace, un Belge qui disait on est des alchimistes du bien-être en fait. Des alchimistes du bien-être et de la santé. Et c'est 100%. Et c'est comme je disais, c'est un jeu qui est c'est infini et on est toujours important dans le sens où ton corps est constamment en train de se dégrader. Ouais. Et nous avons les outils justement pour faire en sorte de régénérer ces choses qui se sont dégradées. Donc ça ne s'arrête pas. Si tu vis dans le temps, et ça va se dégrader et on a les outils pour faire en sorte que les choses se régénèrent. Donc tu te rends compte de à quel point on est important. Ouais. Fort. Ouais. Top. Génial. Je suis content parce que dans ce podcast, qui je pense arrive à sa fin parce qu'il y a peut-être un... Ouais, t'inquiète. On a encore du temps là un petit peu? Ouais, on peut faire un peu plus encore, 15 minutes. Ouais, trop bien, ok. En tout cas, ce qui est cool, c'est que, encore une fois, pour nos auditeurs, le but, c'est pas de parler uniquement de fitness et de musculation et de choses qui permettent d'améliorer les qualités, mais le mindset qu'il y a autour. Et je trouve ça pertinent de t'inviter, même s'il me reste 15 minutes. Non, j'apprécie, moi, de toute façon, tout est régi par ton état d'esprit. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tout est régi par ça.
Donc si tu arrives à contrôler ça ou le garder comme le focus principal, et bien tout le reste va suivre. Ouais, d'ailleurs, si, parce que là tu parles d'état d'esprit et il y a un sujet, il nous reste 15 minutes sur lequel je voulais aborder avec toi. C'est en ce moment, tu as les législatives en France. C'est les élections, Okay. avec les partis de droite, gauche, centristes, etc. Enfin voilà. Chacun a ses aspirations Tu vas me politiques. mettre dans la merde. Non, mais attends, politique. il n'y a pas de. Cancel. Mais tu vas voir, c'est pas du tout. Là, tu veux me niquer, toi. Lohan, tu veux me niquer, toi. Non, c'est pas du tout. Voter A. Non, je rigole. Voter B. Non, regarde. Non, c'est pas du tout là où je veux t'emmener. Là où je veux t'emmener, c'est. J'ai écouté la radio avant-hier et j'entendais un mec sur RMC, parce que c'est la radio que j'écoute pas mal, qui disait si ce parti-là passe, en fait, ma vie, elle est terminée, il a pris des termes assez forts, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est quand même fort de se dire que tes projets, ta vie, ce que tu entreprends, peu importe, hein, on parle pas que du domaine financier ou lifestyle ou bien-être, repose sur quel parti politique va être au pouvoir. Et c'est pour ça que quand je parle politique, moi, avec des gens, en fait, déjà, moi, j'y connais très très peu. Et j'aime bien les débats, parce que voir comment les gens argumentent, mais sur la droite, la gauche, etc., moi, je m'y intéresse pas trop, parce que je me dis, en fait, moi, c'est pas un parti politique au pouvoir qui va influencer ma vie. Si c'est quelqu'un de gauche, il y a des avantages et des inconvénients. Si c'est quelqu'un de droite, il y a des avantages et des inconvénients. Mais par contre, ça ne va pas dicter si je vais réussir ou pas. Et je pense que, et tu vas me donner ton point de vue, beaucoup de gens basent leur fonctionnement et leur vie au quotidien par rapport à un fonctionnement politique. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et moi, je voulais ton avis là-dessus, tu vois. Ouais, moi, je pense que les gens sont matrixés, tu vois, mais c'est tout ça, tout ça a été orchestré, tu vois, pour diviser de un, Ouais. et pour faire croire que il y a de meilleures alternatives que d'autres, et de cette façon-là, tu te fais mieux manipuler. C'est mon avis global du tout. Tu vois, démocrate, républicain, droite, gauche, extrême droite et extrême gauche, same shit. Tu vois, je pense que, encore une fois, il y a certains trucs qui vont changer, mais il y a des agendas qui sont prescrits, selon moi. Et c'est pour ça que ça change jamais. C'est pas pour rien qu'il n'y a jamais grand chose qui change, peu importe le parti qui est au pouvoir. Et ça fait que des swings, tu vois. D'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Tout ça pour nous faire croire qu'il va y avoir un changement. Et c'est le principe même de la manipulation. Laisser une lueur d'espoir. On fait croire que tu vas éventuellement y arriver. C'est comme ça qu'on arrive à te manipuler. Et on a tellement matrixé les gens en leur faisant croire que leur réussite était dépendante d'un facteur X ou Y, que ces gens-là ne se voient que vivre à travers ces facteurs X ou Y. Alors qu'en vrai, il n'y a que toi qui peut t'aider, tu vois. Ouais. Et je pense que j'en reviens à ce que tu disais, justement. Moi, ça change rien, c'est pour ça que je m'en fous complètement, en fait. Ouais. Après, moi, je suis suisse. mais toi, t'es pas concerné par ce qui se passe. Je suis pas concerné, mais même ici, quand il y a ce genre de débat, je suis même pas au courant, en fait. Ça change rien à ma vie. Ouais. Il y a des règles qui changent. Et moi je dis toujours, mon but c'est, le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils passent plus de leur temps et donnent plus de leur énergie à se plaindre des règles du jeu plutôt que d'apprendre à jouer avec ces règles. Ouais. Et si les règles changent, j'apprendrai à jouer avec les nouvelles règles. Mais je vais quand même gagner, tu vois. Mon but c'est de gagner. C'est ça. On s'en fout des règles. Qui changent ou pas, je les apprendrai, je jouerai avec, et on va toujours aller dans la bonne direction. Ouais, puis on fera en sorte de détendre. C'est ça. Ok. Et pour terminer là-dessus, tu vois, l'idée, c'est pas d'avoir une image péjorative de la politique, mais c'est ce côté, t'as employé le terme manipulation, c'est ok, tu vois une lueur de lumière, vas-y, viens, ah, t'es dans une nouvelle pièce noire, ah, il y a une autre lueur de lumière, hop, et on change de pièce à chaque fois, et tu sais, c'est ce côté infini où, ouais, ça va changer, il y a les nouvelles élections, C'est ça. on a l'espoir, ah bah non. Mais il n'y a rien qui change. Ah, mais attends, il y a une nouvelle élection, ah bah non. Tu vois, et c'est ça tout le temps, et c'est fatigant, tu vois, il y a un taux d'abstention qui est incroyable là en France. Et en fait, les gens ils sont fatigués, je pense, de. Non, parce que les gens ils ont compris, ils ont dit en fait, c'est bon. C'est Les cher, gars, vous nous avez arnaqué là, on a compris. C'est bon, je vais à Dubaï. Ouais, c'est ça, je vais à Dubaï, les impôts, les taxes en France, c'est chaud. Mais, non, mais tu vois, les gens aujourd'hui ils savent, ils se disent, franchement, peu importe qui passe. À quoi bon ? À quoi bon ? Ça n'a rien changé. Donc tu vois, je pense que, encore une fois, peut-être que mon discours va être mal interprété. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller voter. Ouais. Mais je comprends qu'il y ait ces taux d'abstention. Il y a une différence entre cautionner quelque chose et l'analyser de manière critique en disant qu'on arrive à comprendre la position des gens. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en disant, moi, je comprends pourquoi les gens ne vont pas voter pour un parti ou pour l'autre. Parce que, tu sais, c'est comme, moi quand je suis arrivé
et je connais pas l'équivalence en France du coup, mais quand je dis choisir quel parcours universitaire j'allais entamer, et bien en gros c'était option A, option B, option C, mais les 3 options ne me conviennent pas. Tu vois. Donc je vais procéder par élimination et pas par choix volontaire. C'est exactement ça. Et c'est un peu le problème. Et du coup je me suis dit, attends, mais en fait je suis en train de rentrer dans la matrice là. Tu vois. Je vais en HEC parce que, en fait, c'est pas parce que j'ai envie d'aller en HEC, c'est parce que je n'ai pas envie de faire X et Y options. Tu fais barrage aux autres en fait. Exactement. C'est exactement et je ça. fais ça et je vis ma vie de merde en fait, avec ensuite en ayant un taf de merde qui ne me correspond pas, parce que j'ai été matrixé. Le système m'a matrixé. Moi je dis, il est hors de question que je rentre dans la matrice. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que on n'incite plus les gens à aller voter, on incite les gens à faire barrage à un parti. Et là je me dis, mais attends, mais what, c'est incroyable quoi. C'est ça. T'incites les gens à aller à l'encontre de quelque chose, plutôt que réellement réfléchir à, attends, quelles sont mes convictions, mes valeurs, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me parle. Et en fait, tu te dis, waouh. Encore une fois, je te jure, on est dans la matrice, mon gars. les gens s'en rendent pas compte. Mais je pense aussi, c'est réel, je te jure, c'est réel. Plus je vieillis, et plus j'ai de discussions avec les gens, plus je me rends compte que c'est réel. Que les gens sont vraiment dans la matrice. Et des fois, j'ai du mal à avoir des conversations parce qu'ils vont se dire non, ce gars-là, c'est un ouf, ou c'est un conspirationniste, ou ils s'en foutent complètement des sujets de la société. Et tu vois, aujourd'hui, encore une fois, tout est relatif, mais si je venais à me comparer à la plupart des gens qui ont suivi les parcours universitaires avec qui j'ai entamé le tout, je m'en sors beaucoup mieux qu'eux. Je m'en sors beaucoup mieux que même les profs qui donnaient les cours, tu vois. Mais quand je suis même parti au State et pour faire mon uni en business, j'ai un business qui fonctionne mieux que n'importe quel prof de business qui donne les cours de business. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc encore une fois, c'est la matrice, mon gars. Et je pense qu'il faut essayer d'en sortir. Je pense qu'il faut essayer. Aujourd'hui, on n'a jamais été plus à même de s'en sortir par nous-mêmes, avec tous les outils qu'on a à disposition. Il faut simplement naviguer dans ce monde-là. Et il faut toujours être un étudiant du game. C'est ce que je prêche à chaque fois. Les choses changent. C'est un peu comme les réseaux sociaux. L'algorithme change. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures parce que l'algorithme a changé et ce que tu faisais hier ne fonctionne plus aujourd'hui? Non. Ok, tu t'adaptes. C'est ça, et l'être humain a toujours fonctionné comme ça. C'est ça. On doit apprendre à s'adapter. Et c'est la règle numéro 1 pour la survie physique, financière, émotionnelle, relationnelle. Tu dois constamment t'adapter. Tu peux jamais te reposer sur tes acquis. Et c'est ça qui est beau au final. Mais c'est ce que les gens n'aiment pas, parce que l'être humain, par nature, n'aime pas le changement. Mais quand tu comprends ça, eh bien, tu comprends que c'est quelque chose de nécessaire et c'est quelque chose que tu dois apprécier. Moi, aujourd'hui, j'apprécie le changement. J'apprécie le fait de toujours remettre en question ce que je faisais par le passé pour faire un truc qui fonctionnera mieux par le futur. J'en reviens à ce que je disais auparavant, tout est une question de mindset. Parce que le mindset passe par une compréhension des choses. Et quand tu comprends quelque chose, tu arrives à mieux l'appliquer. C'est ça. C'est tout. Compréhension avant l'exécution, c'est ce que tu... C'est ça. C'est ce que tu... Tu vois, et c'est marrant parce que je me retrouve à faire 1000 podcasts différents. Et même quand on aborde des sujets différents, je vais toujours avoir les mêmes citations. On en revient. Les mêmes trucs parce qu'il y a des choses qui sont fondamentales, qui reviennent à chaque fois. Il y a des principes qui sont transversaux. Et ce que tu dois apprendre dans la vie, ce sont ces principes transversaux. Comme dans le monde du sport, on s'attarde sur 1001 méthodes, sur plein de trucs. Et moi, j'ai cherché à reculer, sortir de cette matrice également de notre industrie, en disant, ok, attends, on doit s'attarder sur quels principes? Parce que ce sont toujours les mêmes principes qui vont tout régir. Et ensuite, il y a des choses qui découlent de ces principes-là. La plupart des gens s'attardent sur ça, ce qui vient en dessous, dans un deuxième temps. Alors qu'on devrait s'attarder sur les principes clés qui viennent tout régir. Et je pense que c'est ce qu'il faut décortiquer. Et on l'a mentionné maintenant en parlant d'état d'esprit, qui va nous permettre de naviguer dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve. C'est intéressant. Et puis, pour terminer un petit peu cette discussion, j'ai soulevé ce sujet en lien avec la politique. Parce qu'en fait... Allez voter. Allez voter, c'est ça. Allez voter. Parce que, en fait, depuis 2023, donc c'est assez récent, j'apprends cet état d'esprit aussi à me dire que peu importe ce qui t'arrive, en fait, tu es 100% responsable. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en train de vivre une phase qui est assez chiante dans ma vie, sur beaucoup de plans. Je n'irai pas dans les détails, mais voilà. Et en fait, je me dis, mais ça, tu es responsable parce que tu aurais peut-être pu faire comme ça. Alors l'idée, c'est pas de se créer 10 000 choses à refaire ou des regrets, mais c'est de se dire, tu es 100% responsable. Comme ça, tu apprends. Ça peut faire mal, tu vois, à l'ego et même dans le cœur, tu vois. Mais
pour moi, ce passage il est obligatoire pour que tu puisses progresser et te dire, attends, il m'arrive quelque chose, bah non, c'est de la faute d'un politique, c'est la faute de ci, la faute de ça, c'est pas moi, tu vois. Alors qu'en fait, si tu as ce côté, bah, même s'il y a des facteurs externes qui rentrent en considération, parce que pour moi, il est hyper important de se dire, tu es 100% responsable sur toutes les sphères qui englobent ta vie. Et bah, en fait, ça, ok, t'es déçu, mais t'aurais peut-être pu faire autrement. Bah, c'est pas grave, tu apprends pour la prochaine fois. C'est ça. Et La responsabilité, c'est l'antidote à la médiocrité. Et comme tu l'as dit, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont constamment en train de rejeter la faute sur les autres, sur les politiciens, sur leurs profs, sur leurs parents, peu importe. Et l'antidote à ça, justement, c'est de se responsabiliser. Il n'y a pas de valeur au-dessus de ça. Parce que, au final, quand tu utilises cet état d'esprit, tu utilises un état d'esprit qui est orienté solution et pas un état d'esprit qui est orienté problème. La plupart des gens s'enferment dans des problèmes avec un état d'esprit qui est orienté uniquement sur les problèmes. Ils se focalisent que sur ça. Et plus tu te focalises sur tes problèmes, plus tes problèmes grandissent. Et quand tu te responsabilises, eh bien, tu t'orientes sur solution. Tu dis, ok, si c'est que moi je peux me changer. Les autres, tu peux pas les changer. Donc tu peux trouver une solution pour toi. c'est ça. Tu peux pas trouver de solution pour les autres. Pour les autres, ouais. Et c'est pour ça qu'on doit tous opter pour un état d'esprit qui est orienté solution et qui nous force à nous responsabiliser et dire, hey, c'est de ma faute à moi. Ouais, tu pourras pas sauver les autres en plus. Tu peux pas sauver les autres. Parce que s'ils veulent pas. Et tu peux pas sauver les autres si tu t'es pas sauvé toi-même avant tout. C'est vrai. Et c'est pour ça que moi, le côté investissement sur soi, il est hyper important parce que je dis toujours à mes clients et à mes amis, en fait, je pourrais pas remplir les verres d'eau tant que ma carafe d'eau elle est pas remplie, tu vois. C'est pas possible. C'est ça. Je peux pas te donner ce que j'ai pas. C'est ça. Donc, et ça sur plein de plans en fait. J'aime bien le terme, tu vois. J'avais déjà fait un podcast à l'époque, je fais les Mindset Mondays à l'époque, je faisais ça. Et, c'est vrai. Et je me rappelle, j'avais dit un truc du style sois égoïste. Et ce que je cherchais à expliquer à travers cet épisode, c'était de dire que tu dois te concentrer sur toi-même, parfois sur le court à moyen terme, pour pouvoir éventuellement aider les autres sur le long terme. Surtout si tu as cette personnalité qui est généreuse, qui aime donner, parfois au détriment de sa propre personne. Et moi j'ai été cette personne-là aussi. Et j'ai compris que je devais changer d'état d'esprit. Peut-être que le terme égoïste n'est pas a une connotation négative, donc il n'est pas approprié. Mais disons qu'il faut être centré sur soi. Peut-être que ça a une connotation un peu plus positive. Et parfois il faut prendre le temps d'être centré sur soi pour pouvoir aider les autres sur le long terme. Ouais. Bah, c'est dans un podcast de Max Altenhoven, je sais pas si tu vois qui c'est, préparateur physique de Toulouse. Ah, Max, ouais. Il disait faut que tu sois le plus grand des égoïstes avant d'être le plus grand des altruistes. Ouais. Enfin, c'était même, je crois que c'est même une citation qu'il reprenait, mais moi j'ai découvert ça de lui. Okay. En fait, je me dis, bah ouais. C'est ça. En fait, on va te dire, ouais, mais tu fais ça pour ci, pour ça, t'es égoïste. Ouais, bah ouais, parce que tu verras dans quelques mois, je pourrais te donner ça. Et je pourrais te donner ça, et on pourra faire ça, etc. etc. De toute façon, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es un visionnaire, par définition, il n'y a que toi qui peux voir ta vision. Les autres ne pourront jamais la voir. C'est vrai. Donc, tu gaspilles de ton temps et de ton énergie à vouloir expliquer et décrire une vision que les autres n'auront par définition pas la capacité de voir. Tu vois, bah, tu vois c'est hyper intéressant parce que je suis en plein dedans. J'ai fait l'erreur ces derniers mois de ne pas assez me mettre en priorité sur des projets. Et là, ça va changer en fait. Ça va changer. C'est Lohan au centre. Et après, on verra. Ouais. C'est pour ça que là, la vidéo sera sur YouTube. Vous allez voir du contenu qui va arriver dans les mois, les années qui vont arriver parce que bah, j'ai ouvert MindNote sur mon Mac. J'ai mis Lohan au milieu. J'ai créé des branches. Et je me suis dit, ok, ces branches-là, c'est tes objectifs de vie professionnelle, etc. Comment tu vas les remplir pour accéder à ça? Et j'ai passé 1 heure. Le jour d'après, j'ai passé une demi-heure. Chaque jour, je passe environ, on va dire, 5 minutes, 15 minutes, etc. à remplir cet arbre qui grandit pour avoir... Parce que moi, j'aime bien mettre sur papier et puis écrire les choses. Parce qu'il y a le truc en tête, mais des fois, les trucs en tête, ça vient, ça part, ça disparaît. Et une fois que j'ai créé l'arbre, tout en créant l'arbre, je suis dans l'exécution, tu vois. Je me dis pas, une fois que j'aurai créé l'arbre complet. L'arbre complet, je pourrais m'y mettre, non? Bah, je m'y mets d'entrée de jeu, et c'est aussi pourquoi je suis là aujourd'hui à Genève. Parce que je me suis dit, ok, pense à toi, qu'est-ce que tu veux faire? Partager au plus grand nombre, ok, bah, comment on pourrait faire? Podcast? Ouais, pourquoi pas. On fait tout seul? Ouais. Collab? Ok, on pourrait faire. Avec qui? Bah, pourquoi pas dans un premier temps Kevin. Peut-être que là, il y a une période où c'est un peu la fin de la saison des sports, parce qu'il y a les préparateurs physiques, mais
il y a la période estivale qui va commencer, donc il y a peut-être un peu de temps, on envoie un message, ok, rendez-vous, machin, et puis voilà, c'est comme ça qu'on est là. Non, moi je te soutiens à fond, voilà, je te donne de la force et je t'aime bien comme personne Merci. avant tout, et je trouve que tu es un professionnel qui est dédié et passionné, donc ça me touche. Et j'aime donner de la force, tu vois. Moi, il y a des personnes qui m'ont donné de la force au début, et je trouve qu'aujourd'hui, si je suis dans une... C'est pas vrai ce que je dis, parce que j'ai des mentors qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont donné énormément de force, mais je dirais sur les réseaux, en tout cas, il n'y a pas... tu sais, quand t'es personne, entre guillemets, t'as un petit following, les gens ne te considèrent pas forcément. Donc je vois à quel point il y a cette question de statut qui vient influencer le tout. Et moi, ça me fait plaisir justement de partager avec les gens avec qui j'ai une certaine connexion, où ça me tient à cœur, je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Juste au lieu de le faire simplement par intérêt, tu vois. J'aime pas les collabs par intérêt. Je trouve que c'est un truc malsain. Okay. Ouais. Et je critique ça beaucoup. Je critique ça beaucoup dans l'industrie du fitness. Je trouve que j'appelle ça les partous fitness. J'ai toujours dit, nous, on fera jamais de partous fitness. Donc si on va collaborer avec quelqu'un, c'est parce que je l'aime bien. Si je collabore plus, c'est parce qu'il y a eu un désagrément et ça sera ouvertement expliqué. Mais voilà, j'aime pas le fait de juste profiter de quelqu'un. Tout est fait aujourd'hui de manière stratégique et de manière toujours à chercher le profit au détriment du respect de certaines valeurs qu'on devrait partager en tant qu'être humain. Et je pense que ça, c'est le centre aujourd'hui. Donc si on partage, c'est parce que j'estime que je suis dans une position où moi, j'aurais aimé être à ta place aussi, éventuellement, au début, et qu'on partage certaines valeurs qui sont identiques. Et puis, dans le sport, qu'on aille dans la même direction, tu vois. Ouais. C'est ça. Ouais. Direction dans le sens philosophique du terme, mais pas dans le sens idée figée. Ouais, bien sûr. Donc voilà, mais force mon gars. Bah merci. Et fort ton discours, c'est cool. On va arriver tout doucement à la fin de cette discussion, de ce podcast. Yes. Bah, tout d'abord, je tenais à te remercier. Je vais faire très court pour la outro parce que j'ai pas envie de te mettre en retard pour la suite. En tout cas, si vous voulez retrouver Kevin, tes réseaux, très simple. Yes, alors sur Instagram, @kswiss-8fit, fit. Pareil sur YouTube. Donc, alors Kevin Ferreira, K-V-I-N, espace Ferreira, F-E-2-R-U-I-R-A. J'ai mon podcast qui sort à rythme de 2 épisodes par semaine maintenant, qui s'appelle le K-Swiss Show, donc K-Swiss Show. Et j'ai oublié un truc, je crois que c'est tout, hein. C'est pas mal déjà. Je crois que c'est pas mal, hein. Ouais, Apple Podcast, Spotify, Apple Podcast, voilà, également sur YouTube, mais principalement YouTube, Instagram et podcast. Et après on a notre liste email pour ceux qui veulent rejoindre la newsletter pour du contenu exclusif. Voilà, super, top. On se retrouve en tout cas très prochainement, et puis merci à toi Kevin une nouvelle fois. Merci. Voilà, merci. Peace. Ciao, ciao.